Montre-moi ce que tu sais faire. Désormais, l'Odysseus errera dans des mondes inconnus, jusqu'au royaume d'Hadès. Vos corps resteront inertes. Salut les héros, les aventurières et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes l'héros. C'est un plaisir de se retrouver. Oui, mais à culpa, on va vous le dire immédiatement au début, c'était un podcast qui est prévu pour le mois de novembre 2025, mais le voici sorti début décembre, peut-être Fred, si on sera assez vif pour monter et exécuter tout cela. Mais voilà, vous le savez très bien, ici au podcast, c'est pas la première fois qu'on se retrouve à faire des émissions à un dernier moment, et je vous admets que c'est peut-être les meilleurs moments dans les bureaux du podcast, parce que l'énergie est au vif, on est accro, et bah voilà, ça se passe toujours bien. Allez, assez parlé de l'envers du décor, on en parlera un peu plus tard. Venez avec nous dans une nouvelle émission du podcast dont vous êtes le héros. Ouais mec, écoute, ça fait plaisir de te retrouver. Nous voici donc, attention, au 143e épisode, on s'approche du 150e. Ça fait plaisir, ça sera l'avant-dernier podcast de 2025. Comment ça va mec ? Bah ça va, toujours heureux de te retrouver dans ce beau bureau un peu sombre ce soir, et puis encore il y a pas mal de place quand même, faudrait que les gens ils viennent nous voir, et puis il manque Fabien qui nous a un peu manqué cette année. Mais oui, donc on est en retard, mais la bonne nouvelle c'est que vous aurez droit à 3 podcasts en décembre, donc cerise sur le gâteau, on finit bien l'année. On s'avance, mais on pense que ça on va pouvoir le tenir comme engagement. Et donc ce qui nous réunit ce soir, ce qui nous permet de venir vous voir dans vos petits écouteurs, dans votre ordinateur ou sur votre YouTube, c'est un nouveau défi fantastique. Et ça c'est pas mal parce que c'est un peu le nerf de la guerre, notre fonds de commerce comme j'aime bien dire, donc les Spectres de l'Angoisse, qui est quand même qui est pas forcément le plus connu, mais qui mérite d'être connu, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le Spectre de l'Angoisse, c'est qu'il y a une seule édition française par exemple. Ouais, c'est ça quoi, c'est une seule édition française. Attends, juste petit aparté, mais quand t'as dit 3 émissions encore, tu sais que mon cœur il a accéléré d'un coup. Je me suis stressé et je suis non, en fait, tout va bien, quoi. Non, mais c'est ça, c'est 3 émissions, parce que bon, il y a l'épisode de décembre qu'on va faire. Bon, un peu à l'arrache, parce que on vient juste de choisir là, avant d'enregistrer ce qu'on allait faire, parce qu'on a un petit chamboulement dans le planning. Bien sûr, on peut en parler aux Patreons, quoi. On aura un changement, hélas, ce qu'on avait prévu, c'était les éveilleurs. Mais hélas, le podcast, enfin, hélas, c'est plutôt un avantage. Au contraire. Alors, on le repousse parce qu'on va faire des interviews donc avec toute l'équipe, on en est vraiment fiers, donc ça prend un peu de temps de production, on se retrouve en janvier. Mais pour décembre, on va faire quelque chose auquel on a eu quelques Patreons qui nous ont dit mais les mecs, mais non seulement les Patreons, mais aussi nos éditeurs. Donc Fred, je te laisse balancer ce qu'on va couvrir en décembre. Oui, on a décidé de poursuivre une saga plutôt longue et plutôt appréciée, qui est la quête du Graal. Voilà, on va retrouver notre Herbie préféré. Ouais, après les navigateurs sur les mers du destin de la mythologie grecque mélangée avec Arthur et les Argonautes. J'ai pas trop compris le dernier épisode de la quête du Graal, ouais. Mais c'est pas grave. Il paraît que ça, on reprend le droit de chemin de la table ronde. Ça y est, Genièvre et Lancelot, pas trop loin. Ça revient. Est-ce que tu peux nommer 3 chevaliers de la table ronde? Perceval, Lancelot et je sais pas. Vas-y, dis-moi, sors-moi du pétrin. Galahad, et puis... Ah oui, Galahad. Galahad, pardon. Et puis aussi... Palamide, oui, c'est l'un des chevaliers de la table ronde aussi. Un peu plus obscur. Ok, info podcast. Donc voilà, ce qu'on a prévu. Et puis Fred, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? Le tout dernier jour pour célébrer le Nouvel An. Oui, une petite rétrospective musicale de tous les sons bien vénères ou moins qu'on a passés durant l'année pour accompagner nos émissions.
Et c'est bien parce que ça nous fait souvent, la musique, c'est une bonne façon de se remémorer des souvenirs. Donc là, du coup, vous allez peut-être vous remémorer tous les épisodes qu'on a fait cette année, et donc ça sera en musique, par thématique toujours, et puis avec 2-3 anecdotes pour lancer ça, avec vos animateurs de radio préférés, Xav et Fred, en pleine forme. Non, c'est un truc qu'on aime bien faire, qui fonctionne bien, et alors je pense que ce sera moins métal cette année, parce que l'année dernière, c'était quand même assez costaud, quoi. Il y a bien 45 minutes de gros son. Là, c'est un peu plus éclectique, comme on envie de dire. Ouais, absolument. Ouais, ça va être intéressant cette année. J'ai hâte de voir parce que je t'admets qu'on perd le fil au fur et à mesure des montages, quoi. Donc ça sera intéressant. Dernière chose, on peut peut-être faire un petit teaser. Donc qu'est-ce qu'on a prévu pour le 150e ? C'est d'organiser une séance de talisman, carrément, tous ensemble. Enfin, on peut jouer jusqu'à 6, hélas. Mais bien sûr, pour pas qu'on prenne trop de sièges, vos présentateurs du podcast dont vous êtes le héros vont faire équipe avec quelqu'un. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, inscrivez-vous, c'est peut-être la petite pub pour s'inscrire au Patreon. Et si vous faites partie, bien sûr, le Patreon, bien sûr, ça sera réservé pour le statut de héros. Voilà, soyez les premiers à répondre au poste. On prendra les 6 premiers, et puis vous choisissez avec qui voulez vous allier, Fred, Fabien ou Xav, ou plutôt, même pas. Je fais ça one man show, voilà, pas de souci aussi. Je veux jouer tout seul. Je veux jouer tout seul. Mais je pense qu'on pourrait choisir à qui on s'allie quand même. Ça serait pas mal aussi. Oh, je sais pas. Ça serait cool. Pourquoi pas, on verra. Mais voilà ce qu'on a prévu. Un jeu de plateau, séance. On est en train de voir pour enregistrer tout ça en vidéo, avoir le plus possible de webcam. Bref, c'est toute une organisation. On a encore quelques mois devant nous. Mais voilà. Donc, si vous êtes intéressé de nous rejoindre, vous voulez vous amuser, vous cherchez un petit peu le petit truc qui vous booste, ou si vous voulez juste vous abonner pour un mois pour nous rejoindre, nous ça nous va aussi, quoi. Vous pouvez même l'essayer si vous voulez dans le petit quart là de la semaine gratos, ça comptera quand même, quoi. Je donne même les gruges. Fred, je suis en fait, c'est parce que tu vois, je suis un joueur de jeux vidéo. Oui, je triche. Cheat code. Et la petite info, c'est que si ce sera sur Steam, et si vous n'avez pas un talisman sur Steam, on vous l'offre. Voilà, oui, voilà. Merci Fred, ça c'est super important. Bien sûr, comme on propose cela, bien sûr, on compte pas sur vous d'acheter le jeu, c'est nous qui allons vous acheter le jeu. Il faudra bien sûr un ordinateur qui peut faire marcher le jeu, il demande pas une énorme configuration, et bien sûr la plateforme Steam. Voilà, donc ça sera venant du podcast dont vous êtes le héros. Bref, voilà, on en a dit assez. Fred, allez, les spectres de l'angoisse, t'en as parlé, donc on va continuer un petit peu sur des infos. Peut-être on va respirer un petit peu. Fred, je te propose, comme dans le monde de ce livre, qu'on aille faire un petit Sam et qu'on se retrouve dans le monde des rêves. À toutes. Comme on l'a dit précédemment, il n'y a qu'une seule édition française pour ce défi fantastique, qui a donc été le choix de nos Patreons. Merci beaucoup les Patreons, on a passé un bon moment et justement on va vous faire découvrir notre expérience. Alors, c'est en 1988 qu'est sorti ce livre, dans la collection bien sûr Steve Jackson et Ian Livingstone présentent Les spectres de l'angoisse, un défi fantastique. Il a 45 paragraphes, et voilà, ce fut un très bon moment. C'est l'IPA là. Alors, il a 400 paragraphes avec comme titre original Phantoms of Fear. Mais bien sûr, avant de commencer le dossier, on prend bien sûr la DeLorean et on se retrouve donc l'année de publication de ce livre qui est 1988. Parlons de cinéma d'horreur, parce que bien sûr, nous sommes tous des fans des slashers fantastiques surtout. Fred, t'en as un pour nous là, t'as un bon copain à nous présenter. Oui, 88, c'est pas une date innocente, parce qu'en 88 sort une icône du film d'horreur, une icône encore vivante de nos jours, un tueur psychopathe, et c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est un tueur psychopathe, adepte du vaudou, et qui utilise ses dernières forces dans un magasin de jouets pour se transférer son âme dans une poupée. Et oui, vous avez reconnu Chucky, la poupée qui tue. 7 films quand même, un remake, une série télé. Comme on dirait Fabien, on n'a pas fini de jouer avec Chucky. Ce qui est un peu la particularité de cette série d'horreur, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Bon, il fonctionne pas toujours, mais ça se veut humoristique. Chucky, il a une fiancée, il a un gamin aussi, et il en veut la terre entière.
Et ce qu'il veut, lui, c'est retrouver un corps d'humain pour poursuivre ses méfaits, forfaits, tueries, massacres. Et rien que déjà en poupée, il en fait pas mal. Donc imaginez ce que ça deviendrait si ce tueur psychopathe retrouvait un corps humain. Bref, c'est une aparté. Mais oui, donc pour ceux qui connaissent pas les Chucky, c'est un truc à voir. Pas prendre ça trop au sérieux. Effectivement, c'est quand même daté 80, mais fin 80. Donc ça se regarde bien et c'est très 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 divertissant. Et c'est des aventures qu'on suit avec plaisir. Voilà. Puis ça a des super effets spéciaux d'époque, bien sûr c'est un petit peu mal vieilli, ce qui est tout à fait normal, mais pour moi, qui est un amour des effets pratiques du cinéma, je trouve que l'animation de la poupée, à la fin du film, quand bien sûr Chucky révèle que c'est lui la poupée qui attaque la mère, franchement c'est super quoi, je trouve que ces effets spéciaux sont fantastiques. Je me demande même si Chucky aurait pas fait ses débuts à Avoriaz pour la France d'époque. Bon voilà quoi. Allez, mec, voilà, on sort de 1988 et on revient donc à notre époque contemporaine. Comme d'hab, discutons de la première chose que l'on voit quand on tient le livre dans ses mains, bien sûr, c'est la couverture, Fred. Cette couverture est vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit donc au premier plan une sorte d'humanoïde moitié cafard, moitié humain, une sorte de centaure cafard, avec bien sûr la partie haut du corps étant humaine, qui est un peu sur cet univers de branches et de brindilles, comme si on était bien microscopique, et devant cette personne-là, ce héros qui est de dos à nous. Et face à nous, c'est un Belzébuth massif, quoi, une entité avec un torse énorme, une tête de bouc avec des grandes cornes. Des cornes, je dirais même, qui encadrent parfaitement le titre de ce livre en français, Les Spectres de l'Angoisse. La couverture anglaise est bien différente, c'est un peu une entité mélangée, comme un arbre de la forêt, ou quelque chose de poilu, comme une barbe verte avec plein de petits démons et de diables et de serpents qui poussent dedans pour présenter son livre. Donc ce qu'on a fait, nous, pour un peu vous montrer ces deux côtés-là, c'est que la couverture de notre podcast, la vignette, on a utilisé l'illustration anglaise originale avec, on a essayé d'imiter au mieux la typo donc du livre d'origine, Les Spectres de l'Angoisse, Phantoms of Fear, voilà, cherchez le nom. Mais ce qui est marrant, en voyant cette couverture, on pourrait croire que nous, en tant que personnage, on joue cette espèce d'homme cloporte avec sa hache. Ben oui, absolument. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et moi, ce que je trouve sympa sur sa couverture, juste pour finir, c'est les couleurs. Autour de ce Belzébuth massif, quoi, on a comme une vague toxique nucléaire, qu'on a un vert qui rendrait fier le vengeur toxique, qui justement se floute dans le bleu de la nuit, on dirait. Il y a quand même c'est une couverture qui grippe. En tout cas, c'est clair qu'on sort un peu de l'heroic fantasy ou le dark fantasy classique de beaucoup des couvertures d'heroic fantasy des défis fantastiques. Et celle-ci, elle a un côté intéressante, quoi, comme certaines de la collection qu'on a discuté, hein. Les Mondes de la Lèvre aussi, c'est une couverture, on se dit mais what the fuck, quoi. Et Les Spectres de l'Angoisse, pour moi, ce fut une, ou peut-être le facteur what the fuck n'est pas aussi élevé, mais il est quand même au-delà du 5 sur 10, quoi, je dirais. En plus, le Belzébuth, le bouc, il est un peu bizarre, parce qu'il a un gros torse, une grosse tête et des tout petits bras, donc il ressemble un peu à Kaiser Soze jeune, là, quand il marche. Non, il est complètement disproportionné. Effectivement, ce cloporte de dos là, c'est tout chelou. Mm-hmm. Il a l'air minuscule par rapport à lui. On comprend pas tout en fait, donc ça interroge forcément. Ouais. Et ce que j'aime bien du cloporte centaure là, c'est qu'il a un casque de fer avec une hache de bataille. Donc il y a ces petits détails intéressants, quoi. Fred. Mais en fait, ça me fait penser en fait, le Belzébuth. Moi, c'est une figure maléfique, on va dire. Mais le cloporte centaure, on le rencontre en fait, même qui nous balance sa hache. Donc c'est plutôt un antagoniste. Mais donc je sais pas, le dessinateur dont on va parler, c'est une scène qui a dû le marquer, ce qu'il a décidé de la représenter en fait, quoi. Ouais, absolument. Je retiens ça, moi, en fait. Parle-nous justement parle-nous d'Henri Galéron. Oui, donc là, on vous rappelle, c'est la couverture française, hein, qui est bien différente des couvertures anglaises, donc une couverture exclusive à la France. Donc Henri Galéron, ou Galeron, je sais pas trop comment on dit, donc français, il est né en 1939 dans les Bouches-du-Rhône. Son père était tailleur de pierre, ça ne s'invente pas. Il propose à Henri de le seconder
Mais Henri, il a pas trop envie. Il préfère dessiner. Il a pris le dessin pendant ses études aux Beaux-Arts de Marseille. Une fois diplômé, il trouve un travail de maquettiste dans la publicité à Marseille. Et lui, ce qu'il veut, c'est vivre à Paris, l'ennemi footballistique Oni. Mais c'est vrai que pour la culture, c'est toujours peut-être mieux d'être à Paris. Il veut vivre de l'illustration. Il est engagé par la société des jeux Ferdinand Nathan pour faire les dessins et les notices des boîtes de jeux éducatifs. Comme ce jeu de domino de Coccinelle créé en 1968. Donc on a une représentation, un jeu de domino où vous remplacez les dominos par des coccinelles. Vous voyez un peu le principe, avec des taches noires qui représentent les chiffres. Et on va dire que même si Henri, il a apprécié son travail chez Ferdinand Nathan, son travail n'était pas totalement reconnu, donc il n'était pas du tout crédité dans les jeux auxquels il participait. Il commence à glisser ses initiales dans ses dessins. Et en 1973, il commence vraiment à devenir illustrateur pour les éditeurs. Son rêve se réalise. Et donc on peut que le congratuler parce que c'est un peu ce qu'il voulait faire. Donc il est enfin arrivé. Et donc outre les spectres de l'angoisse, il a travaillé pour différents éditeurs, beaucoup pour la jeunesse. Il rencontre donc un responsable de Folio Gallimard qui propose de faire énormément de couvertures pour leurs livres, tous les genres confondus. Donc Henri est ravi. Et d'ailleurs, on a une petite citation d'une de ses interviews qu'il a fait avec sur le site de Axel Vianney. Je le cite donc. Créer des couvertures de livres est un exercice, sinon l'exercice qui m'a le plus intéressé dans mon métier d'illustrateur. Une couverture doit réunir plusieurs critères. Une image attirante qui doit intriguer tout en étant belle graphiquement. Elle doit se voir sur un présentoir. Dire un petit peu du livre sans tout raconter non plus, et bien sûr donner envie de l'ouvrir. Et ça, on n'arrête pas de le répéter, mais la couverture, c'est très 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 important comme première rencontre avec un livre. Maintenant, âgé de 85 ans, il dessine encore un petit peu. Il s'est même essayé à la création de costumes pour une troupe théâtrale. Et Henri regrette qu'un œil en arrière sur sa carrière, il dit que les illustrateurs ne sont pas assez mis en avant en France. Et nous, on est très fiers de pouvoir parler de lui. C'est une des premières pour nous. Et dire que grâce à ce monsieur, on a eu des beaux dessins. Et merci, monsieur Henri Galéron. Et vous avez fait une magnifique carrière. Et vous pouvez être fiers de votre travail. Voilà. Ah ouais, absolument. Les spectres de l'angoisse, c'est encore une fois une couverture qui lui marque, ouais. Quelque chose qui marque aussi, bien sûr, c'est les illustrations intérieures. Je vais vous parler donc des Ian Miller. Ian Miller, qui bien sûr n'est pas inconnu au podcast, si vous êtes fidèle à l'antenne. Il est entre autres celui qui a fait le dessin de la couverture du Manoir de l'Enfer. Voilà, pour les spectres de l'angoisse, Ian a illustré les pages intérieures du livre-jeu. Fred, elles sont magnifiques, quoi. Moi, j'ai été captivé à chaque fois qu'il y avait une illustration d'Ian Miller, au point où quand j'ai fini le livre, je suis allé feuilleter pour voir justement les parties de l'histoire que j'ai pas rencontrées. Ian Miller a ce talent d'aller dans des détails et de créer de l'intrigue dans ses illustrations, de créer un peu comme ce chemin qui mène vers quelque chose qui nous intéresse. Et il fait ça vraiment bien. Sa subjectivité et de la curiosité est fascinante. Et c'est un magnifique coup de maître qu'il a, quoi. Donc, pour vous parler un petit peu plus d'Ian Miller, voilà, il est né en 1946. Voilà, enfant, il adorait les trains et rêvait de travailler dans le domaine ferroviaire. Adulte, il devient aiguilleur pour les trains. Mais l'expérience ne fut pas concluante. Voilà, il se tourne donc dans sa passion depuis toujours, le dessin et la peinture. Alors il dit avec malice qu'il est devenu vieux et qu'il n'arrête pas de faire tomber ses stylos, mais malgré cette maladresse, voilà, qui dit bien, il continue toujours de travailler avec talent, et voilà, il a 79 ans. On voit qu'il est super prolifique, et comme quoi l'âge, ce n'est qu'un facteur, la créativité et l'envie, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important dans ce qu'on laissera derrière nous, quoi, dans cette vie. Contrairement à Henri Galéron, qui se plaignait de ne pas être reconnu, voilà, c'est totalement différent le point de vue d'Ian Miller. Ian a travaillé pour les livres, le cinéma, notamment pour 2 films de Ralph Bakshi, voilà, dans les films d'animation. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Ralph Bakshi, on peut citer 2 œuvres rapidos, bien sûr l'adaptation psychédélique du Seigneur des Anneaux, voilà, et bien sûr il y a Coonskin, on peut parler aussi de Hey Good Looking, The Wizards, je suis désolé, je les connais pas en français. Les sorciers, c'est ça en français? Sorciers de la guerre, ouais. Sorciers de la guerre, voilà. Mais il a fait Tigra aussi.
La glace Tigra, bien sûr, qu'il a travaillé avec Frazetta sur le character design, quoi. Donc voilà, Ralph Bakshi, c'est quand même un pionnier du rotoscoping que l'on voit vraiment partout aujourd'hui dans n'importe quel film Marvel, hein, où tu les fous derrière un fond vert ou dans le décor et tu redessines par-dessus. On retrouve cette technique, bien sûr, dans le film Metal Hurlant, Heavy Metal. Donc voilà, c'est quand même un pionnier. Bref, pour revenir donc sur Ian Miller. Alors voilà, il a travaillé avec Ralph Bakshi dans les films d'animation. Ils se sont à l'aise pour dessiner ou peindre avec du matériel différent, voilà, du fusain à la peinture, à l'huile et même au fil barbelé pour faire des traits fins. Et justement, son imagination débordante, il dit qu'il la doit bien sûr à sa mère. Et justement, sa mère était costumière dans un grand théâtre anglais et l'emmenait souvent dans les coulisses. Voilà, il adorait les costumes et gardait avec lui des accessoires de théâtre. Et plus tard, voilà, il se fait remarquer par le Games Workshop. C'est quoi ça, Fred ? J'ai pas compris, t'as dit quoi ? Le Games Workshop, voilà. Et il travaille pour White Dwarf. Bon. Quoi ? Voilà, c'est un nom ridicule pour un magazine. Le White Dwarf, voilà. Et les illustrations pour plusieurs livres-jeux. On peut dire que c'est Ian Miller. On en parle moins que John Blanche, mais j'ai l'impression que tous les deux, quand même, je me demande s'ils n'étaient pas côte à côte dans les studios en train de travailler sur des illustrations ensemble, quoi. Blanchitsu, pardon. Oui, forcément. Alors voilà, ensuite tout s'enchaîne, voilà, Ian n'arrête pas de travailler, un livre reprend une partie de son œuvre, The Art of Ian Miller, voilà, sorti uniquement au Royaume-Uni, vous pouvez le trouver sous les sites de vente outre-mer. Alors, petite anecdote, voilà, il devait travailler pour le film Shrek, mais la production a trouvé ses dessins trop effrayants et inappropriés pour le public jeunesse auquel le film était destiné. Voilà, donc, hélas, il ne fut pas engagé, malgré tous ses dessins préparatoires qu'il avait réalisés pour l'occasion. Et Fred, voilà, on conclut un petit peu l'acte sur les illustrateurs en parlant justement de ceux qui font les forgeurs du monde. L'auteur. Oui, alors l'auteur, il n'est pas inconnu. Chez nous, c'est Robin Waterfield. On en a déjà parlé, donc pour ceux qui suivent, qui sont experts, quelle œuvre il nous a déjà pondu, il y a La Planète Rebelle et Le Voleur de Vie. C'était lui. C'est encore un anglais, et c'est étonnant, tiens. Né en 1952, écrivain, traducteur et cultivateur d'huile d'olive. C'est pas une blague. Donc, dans sa jeunesse, il se destine à travailler dans les langues étrangères, comme traducteur. L'écriture est une passion, mais il ne cherchait pas spécialement à devenir écrivain. Et tout d'un coup, Robin apprend que l'éditeur Penguin Books cherche de nouveaux auteurs à tout prix pour sa collection de Fighting Fantasy, car la concurrence se réveille et ça fusionne les livres-jeux, donc ils ont besoin de matière. Et c'est vrai que c'est un vrai succès. Et donc Penguin veut avoir la plus grosse part du gâteau, donc ils veulent de nouveaux talents. Et donc la collection de Steve Jackson et Ian Livingstone le recrutent. Et encore une fois, c'est vrai que pour les auteurs qui étaient pas Steve Jackson et Ian Livingstone, ils étaient un peu voilà, c'est Ian Livingstone et Steve Jackson qui présentent, et l'auteur est un peu mis au second plan. Lui, il s'en fichait un peu. C'est vrai que ce procédé était un peu injuste pour les autres auteurs et pour les illustrateurs. Mais lui, comme il avait déjà un travail de traducteur, qui est déjà un peu un travail de l'ombre, il s'en fiche d'être ignoré, il ne cherche pas la gloire. Il fait en parallèle de son écriture pour les livres-jeux, donc il fait des conférences dans les universités en Angleterre. Il a écrit en tout 5 livres-jeux, très discret, et il a décidé quand même de quitter l'Angleterre pour vivre en Grèce, et c'est là-bas qu'il est devenu cultivateur d'olives bio. Voilà, donc ça se trouve, votre huile bio grecque que vous avez à la maison, ça se trouve c'est lui. On n'en sait pas, donc il est mondialement connu maintenant. Dans trêve de plaisanterie, oui voilà, donc tout mène à l'huile d'olive et tout mène à l'écriture pour Robin Waterfield. Et c'est vrai que Le Voleur de Vie et La Planète Rebelle, c'est comme des œuvres qu'on a couvertes, et moi je suis content de le retrouver, voilà. Quand j'ai vu que c'était lui, je fais bon, allez, on a quand même de quoi être confiant, j'ai envie de dire. Et on finit bien sûr avec la personne la plus importante pour la pop culture de ces livres en France, bien sûr, c'est le traducteur, mais ici c'est la traductrice, l'inoubliable, la personne la plus importante auquel on aime beaucoup ici au podcast, Mona de Pracontal. Alors bien sûr, qui ne connaît pas Mona ici au podcast dont vous êtes le héros? Elle a une grande place pour nous parmi les fans des livres-jeux. Alors, pour connaître son fabuleux parcours professionnel, on vous invite à écouter, ou peut-être à réécouter, notre interview avec justement Mona, vous pouvez trouver dans notre historique, et vous allez voir que justement on parle un petit peu, elle nous donne énormément de la vision d'époque, comment ça se passait pour les traductions chez Folio Junior, quoi.
Vraiment, vraiment intéressant. Alors, Mona a aussi la particularité de parler plusieurs langues. Elle parle l'anglais, l'allemand, l'italien et l'arabe. C'est quand même impressionnant, quoi. Alors, Mona traduit énormément depuis ses débuts dans l'édition, que ce soit dans la jeunesse, le roman policier, la littérature générale et les livres des beaux-arts, quoi. Mona est prolifique et nous a vraiment ouvert les portes vers, bien sûr, on peut dire, une série très importante, Loup solitaire. C'est difficile pour nous de trouver des gens de l'époque qui avaient travaillé sur ces livres, qui nous répondent, qui veulent bien nous parler. Et donc Mona était bien sûr là, elle nous a dit oui, absolument, elle nous a ouvert les portes vers ce passé, une époque qui nous intrigue énormément. Et écoute, c'est magnifique, quoi. Donc au cas où, merci beaucoup Mona, si tu nous écoutes, on apprécie vraiment que tu nous donnes du temps et de nous parler justement de ton travail à l'époque avec les livres dans Zat le Héros. Fred, sans plus tarder, allez, je te propose que, comme Éric Desmélins-Borné, restons dans nos rêves et vivons une grande aventure. Une aventure qui s'appelle Les Spectres de l'Angoisse. Mais avant cela, pour se mettre dans l'ambiance, parce que bien sûr, c'est très difficile d'imaginer quand même Éric Desmélins-Borné sans du bon métal ou du epic metal, du fuzz, on peut même dire, hein, ce type de rock intéressant entre le desert rock et le garage rock. Et là, tu dis, mais c'est quoi tous ces subgenres ? Bah écoutez, bienvenue au subgenre du rock, quoi. Je te propose un morceau du groupe qui s'appelle Earth Tongue, la langue de la terre, traduction. Et ça s'appelle Dungeon Vision. Oui, c'est plutôt à propos, parce qu'on a un fucking labyrinthe à la fin, quoi. Time to meet your doom. Oh, pardon. Rise from the grave. Rise from the grave. Strike the
Fred, avant de commencer à raconter bien sûr l'évolution de notre vécu, l'histoire, discutons un petit peu, avant de parler du synopsis, mais les règles, parce qu'elles sont assez, bon, peut-être pas uniques, mais différentes de la routine des défis fantastiques dans ce livre. Oui, à la marge quand même, parce que c'est difficile de sortir du carcan des défis fantastiques. Donc sachant qu'on a une petite subtilité, une petite nouveauté, c'est qu'on a des points de pouvoir, ce qui arrive assez souvent et on a des pouvoirs magiques qui sont au nombre de 6, je crois. Donc le principe c'est que voilà, quand vous utilisez un pouvoir, ça vous coûte un point de magie. Bon, ça c'est simple comme système. Et pêle-mêle comme ça à tout crin. Donc on a écran magique, c'est une zone d'invisibilité autour de nous. Illusion, on peut changer d'apparence. Opposition, je crois, où on fait perdre 4 points de vie à l'adversaire. Lévitation, on peut s'envoler jusqu'à 4 mètres de hauteur. Détection. Et feu, qui peut être un pouvoir d'attaque ou utilitaire. Donc voilà, avec une petite épée qui a un petit prénom, c'est toujours sympa, qui s'appelle Télessa, à cuir souple. Et on a le choix de choisir, on peut choisir une potion d'habilité, d'endurance ou de chance au début de l'aventure. Et voilà, on a un historique. Et pour une fois, on joue un elfe, ce qui est pas négligeable. Ça change un petit peu. Et on a un personnage qui a un petit peu un background, quoi. Bon, pas très étoffé, mais on sait d'où on vient, qui on est, où on vit et pourquoi on fait la quête, quoi. On n'est pas juste un aventurier qui tombe sur un truc au hasard, quoi. Ouais, et puis on a 2 barres de vie quasiment dans ce roman, hein. Pourquoi 2 barres de vie? Bah tu sais, on a notre barre d'endurance bien sûr, mais on a aussi notre barre de pouvoir. Oui, effectivement, donc qui sont liés, ouais. Ouais, alors là, ouais. Oui, est-ce que tu vas raconter justement le synopsis? Moi j'ai trouvé ça sympa. Franchement, j'avais l'impression de lire un livre qui se passe dans le monde de Warhammer Fantasy. Non, bah, vas-y, je t'en prie. Ouais, alors justement, comme l'a bien dit Fred, voilà, nous sommes un elfe des Bria au nord, au nord-est de Kuul, voilà, pour avoir un petit peu de construction du monde. Nous sommes par titre le Elden Urin, le chaman de notre tribu, avec bien sûr notre épée magique Télessa. Alors ce qui se passe, c'est qu'on remarque que le monde est en train de pourrir devant nous, quelque chose justement est en train de tuer notre bois sacré, et nous partons donc à l'aventure de cette énorme forêt, de trouver le mâle qui se nomme Ishtrak. Alors la particularité d'Ishtrak, à ce moment où on nous révèle tout ça dans le livre, c'est que c'est quelqu'un qui vit et qui peut affecter l'univers via le monde des rêves, un peu notre Freddy Krueger de l'Heroic Fantasy. Et donc voilà, il faut qu'on fasse très attention parce que via nos compétences de chaman, on peut bien sûr voyager à travers le monde des rêves, mais attention, on ne se réveille pas toujours au même endroit, on peut carrément voyager, un peu comme une projection astrale de notre corps. Mais le plus proche on est de cette entité du mal, et ben le plus de pouvoir il a bien sûr de nous tuer, de nous attaquer, de nous rendre la vie très difficile. Donc voilà, nous partons donc à l'aventure. Et on en reviendra peut-être un peu plus aux critiques, je vous ai déjà parlé un petit peu, mais disons qu'il y a une bonne construction de l'univers et du monde où l'on est. Il y a un super pré-paragraphe 1 qui nous raconte un petit peu qui nous sommes, quelle est notre quête et d'où on est. Fred, justement, parlons des moments, peut-être en crescendo, mais qui nous ont marqué le plus, toi au début. Quand on commence notre quête à travers la forêt, est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu as envie de parler un petit peu, un moment qui t'a marqué le plus? En fait, il y a beaucoup de rêves prémonitoires. On rêve beaucoup au début. On voit vraiment cette forêt nous tient à cœur. Hein, c'est notre monde et on la voit se transformer. Et il y a vraiment. Moi, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait que l'auteur savait poser une ambiance de décrépitude. Et moi, ce que j'avais trouvé sympa, c'est que en fait, au début, on sait que dans notre forêt, on a fait un rêve. En fait, le tout début, c'est un rêve prémonitoire où on a une vision de cauchemar. Qui est même insupportable presque. Notre forêt est vraiment en train de mourir et comme une forêt c'est une partie de nous, on a un elfe des bois, on est vraiment touché au plein cœur. Et ce que je trouvais sympa, c'est que pour savoir d'où vient le mal, en fait on se baladait en forêt et on se focalisait un peu sur les réactions de la faune et la flore. Et qu'en fait, plus les animaux sont bizarres, on se dit tiens, les animaux ont des comportements bizarres, ben je vais plutôt aller dans cette direction-là. J'avais trouvé ça assez sympa de façon de nous orienter
un peu avec l'univers, avec l'historique du personnage qui est vraiment lié à la forêt. C'est-à-dire qu'un elfe des bois, voilà, dans un bois, il est chez lui, quoi. Il connaît les plantes, il connaît les animaux, il sait quels sont leurs cycles, quelles sont leurs proies, qui mange qui. Et j'avais trouvé ça super intéressant d'avoir des animaux qui d'habitude nous craignent, mais que là nous attaquent en fait. Et donc on se fait attaquer par des fauves, et même les arbres veulent nous bouffer, quoi, à un moment, quoi. Et en fait c'est toute la construction de l'univers que j'avais trouvé intéressante dans cette première partie où on cherche la partie de la forêt qui est en train d'être corrompue. Et en fait tout le monde devient un peu maléfique, tout le monde devient fou. Et moi, ce qui m'avait fait marrer, peut-être qu'on va en parler, parce que c'est assez rare dans un jeu, c'est qu'on tombe sur un espèce de barbare dans une clairière. Ouais. Je peux te parler d'un truc avant, si tu veux, avant qu'on rencontre cette personne. Ouais. Tu fais bien de le décrire. Juste, je voulais surtout rebondir sur la description que tu donnes, là, qui est quasiment un peu notre moment critique. Je trouve ça top. Mais dans le vécu du livre, il y a un moment où on a un rêve qui m'avait marqué. Je l'avais noté ici. On escalade une côte, on se fait attaquer par des faucons. Bref, voilà, je trouve un repère pour la nuit, un trou dans la montagne. Et là, j'ai un rêve où je vois justement 6 bassins. Parmi deux, il y a des flammes qui se dessinent, qui sortent et qui dessinent des illustrations avec le feu, hein, et après il y a 2 autres bassins qui ont une eau glaciale et sans profondeur, et puis il y a d'autres bassins, voilà, qui vont jusqu'à l'infini, reflétant des constellations inconnues. Il y a aussi 2 autres bassins, voilà, qui crache des tornades, comme si c'était le souffle de l'univers. Puis on se réveille le lendemain, voilà, tu vois, il y a beaucoup d'interprétations, et j'ai trouvé ça top où on nous donne des indices, mais aussi on nous donne aussi de la saveur pour voilà, se projeter dans le monde de ce livre. Donc ça allait très bien avec ce que tu disais, quoi. Il y a un très beau travail de Robin Waterfield à bien nous plonger dans l'univers, et c'est une critique qui revient de nous souvent, c'est qu'on se retrouve pas trop dedans, quoi. Et ben là, franchement, on est assez gâtés quand même. Oui, c'est ça. Il y a une bonne construction d'univers, il y a des bonnes descriptions, il y a une évolution. Et oui, il y a une petite scène aussi qui est intéressante, c'est qu'on tombe sur l'homme cloporte, là, le fameux homme cloporte de la couverture. Et en fait, on apprend que c'est un peu une race qui a été un peu exterminée, quoi, dans son apparence, et donc est obligé de vivre reclus dans les plus profonds de la forêt. Et moi, ce que j'avais bien aimé cette scène-là, c'est qu'on nous propose d'utiliser un pouvoir. Pour moi, c'était la première fois. Et donc, plutôt que de le tuer, on essaye de l'effrayer. En fait, on se transforme en créature encore plus horrible que lui. Bon, il nous balance comme sa hache dessus pour faire bonne figure avant de s'enfuir. Et j'ai trouvé ça marrant de se dire, en fait, on a un elfe, on a un ennemi. Mais on sait qu'en fait, contre cet ennemi, c'est juste que voilà, il est différent de nous, il a été pratiquement annihilé. Bon, on va peut-être pas en rajouter une couche et le tuer, donc et en plus j'avais trouvé ça sympa de nous permettre d'utiliser un pouvoir, parce que les pouvoirs, ils te disent, bon, est-ce que vous utilisez un pouvoir pour le combattre, un pouvoir pour lui faire peur, vous utilisez un pouvoir d'illusion, un pouvoir pour voler, donc c'est pas non plus linéaire. Donc moi j'avais décidé de me transformer et de l'effrayer, en fait. J'avais trouvé sympa cette relation, en fait, où les ennemis sont pas que des purs ennemis. En fait, dans la forêt, c'est un peu ça, vous faites attaquer, mais en fait, les fauves, il y a un couple de fauves, les chiacales, qui vous attaquent. D'habitude, ils vous attaquent pas. Là, ils vous attaquent parce qu'il y a plus de nourriture, parce que la forêt est empoisonnée. Donc, du coup, ils sont aux aguets, ils ont peur pour nos petits. Donc là, vous êtes trop proche d'eux. Là, ils vous attaquent. J'ai trouvé que tout ça, oui, c'était intéressant. C'était pas des purs ennemis, en fait. C'était juste, ils réagissent d'une certaine façon par rapport à un environnement qui change. Et même nous, voilà, on s'attaque pas à n'importe qui, et on ne fait pas du boum boum, moi voix, moi tu, et ça, c'était sympa aussi. Donc j'ai trouvé qu'effectivement, il y a toute une construction du monde qui était assez intéressante. Et moi, je sais pas, moi j'ai à un moment, on me propose de passer par un marais, et dans mon expérience de rôliste, les marais, ça se passe toujours mal. Du coup, moi, je l'ai évité comme la peste. Je sais pas si toi t'es rentré dedans pour savoir, mais moi dès que j'entends le mot marais, je me barre, parce que moi j'ai tous mes persos failli crever dans des marais. À chaque fois tu ressors de là, t'as plus d'endurance, t'as plus de points de vie, t'as des maladies, t'as des habilités en moins. Donc moi, marais égale gros danger, égale grosse. Donc là, on m'a proposé de le contourner. J'ai fait oui, je contourne le marais direct. Alors je sais pas si t'es passé toi par le marais. Est-ce que c'est la raison que t'as pas fait le podcast avec Fabien et moi du marais au scorpion? C'était pour d'autres raisons, mais peut-être inconsciemment, sans doute. Ouais.
Oui, ça me dit quelque chose, mais je t'admets que c'est pas l'une des notes que j'ai mis dans mon livre, quoi, qui m'a marqué. Je suis désolé, je peux pas trop rebondir là-dessus, mais si tu veux, on peut retourner sur le barbare que t'as rencontré dans la clairière. Ah oui, oui, en fait, donc on voit des traces de pas, on trouve une clairière avec une maison habitée. Moi, j'ai décidé de guetter ce qui se passe. Donc le mec, en fait, m'attaque. Hein. Il m'attaque, il me neutralise. Donc là, ils me disent, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, en gros, je me laisse un peu faire. Je commence à le suivre. Le mec est un peu louche, on voit qu'il manque des cases un peu, quoi. Il est un peu sur le fil du rasoir. Et en fait, j'ai l'impression il perd la raison. Hein. Il va pas bien du tout. Quoi. Tu sens qu'il est envoûté. Hein. Oui, en fait, il est un peu comme toute la forêt. Il commence à devenir à partir de l'autre côté, quoi, du côté obscur. Et alors moi, je suis un peu déçu parce que j'avais pas des super caractéristiques. Et donc à un moment, en fait, on peut l'impressionner en lui disant une phrase, je sais plus exactement laquelle. Et si on a beaucoup en pouvoir, en fait, je pense qu'on peut s'en faire un allié, parce qu'après, souvent on nous demande est-ce que vous êtes accompagné dans votre quête. En fait, j'en ai fait un allié. Moi j'ai été obligé de le combattre. Ah mince. En plus il est balèze, donc j'ai essayé plusieurs choix avec lui. Parce qu'en fait, il m'avait tué, donc je suis dû recommencer. Bref. Et mais en fait, je me suis dit merde, j'ai loupé quelque chose à cause de mes caractéristiques. Effectivement, j'ai compris après qu'on pouvait s'en faire un allié, ce qui peut nous suivre dans la forêt. Donc toi, tu t'en es fait un allié. Alors. Ouais, je peux t'en parler de ça. En fait, je crois qu'il s'appelle Eric. Eric la Machette. C'est un peu con comme nom. Ça, c'est un peu simplet, mais bon. Eric la Machette, voilà. Et il y a un détail intéressant qui va dans l'univers des livres, hein, c'est que c'est l'un des survivants du labyrinthe de Zagor quand on passe la nuit avec lui. D'accord. Ouais, donc ça, j'ai trouvé ça cool, bien sûr, à savoir c'est que ce livre se passe sur un autre continent du monde, quoi. Donc, comme quoi, c'est quelqu'un qui est vécu. En gros, il faut passer plusieurs moments, plusieurs jets de dés, en fait, pour tester, pour être gentil avec lui et pour l'aider de comprendre, en fait, qu'il est envoûté. Et comme t'as dit, via la pustulence qui couvre la forêt, qui la détruit. Et tu vois, ça me faisait penser un petit peu au roi, à la torpeur de la magie maléfique, comme le roi Théoden dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'était Grimmaire, bien sûr, langue de vipère, c'est ça en français son nom, non? Ou Wormtongue? Oui, ça doit être ça. Ouais. Alors, j'ai pas fait. Alors, petit détail pop culture, Grimmaire, langue de vipère, est joué par Brad Dourif qui joue Chucky qui était notre flashback au début du podcast. Non, attends, c'est pas langue de vipère, c'est langue de, je sais plus comment c'est, bref, ça me revient pas. Je fais une traduction littérale, c'est pour ça aussi, donc voilà, donc oui, il y avait ce côté sympa, donc j'ai réussi à en faire un allié, et puis finalement, voilà, on se retrouve avec un pote. Je suis c'est cool, mais je connais les défis fantastiques, quand on se fait des potes, ça dure jamais longtemps. Et c'était mon cas dans cette histoire. J'ai tout fait pour le garder avec moi longtemps, mais je crois que c'est écrit d'une façon, on peut pas l'avoir longtemps. Au bout d'un moment, on se fait attaquer par des elfes des ténèbres. Attention, pas des elfes noirs ou des elfes de l'obscurité, mais des elfes des ténèbres. J'en ai jamais entendu parler de ça dans Warhammer ou dans les fantasy. J'ai trouvé ça sympa. Parce qu'on imagine toujours les chevaliers du chaos ou les elfes noirs qui ont ce côté un peu gothique horreur, mais les elfes des ténèbres, je dis putain, imagine ça un peu quoi, ce serait cool. Bref, on se fait attaquer, bien sûr, on est dos à dos, il y a un super combat, mais il y a pas grand chose à faire, il est obligé de crever, Eric la Machette. Donc je perds mon pote et je t'admets que ça me fait chier, mais je m'y attendais un peu. J'ai tellement l'habitude dans les défis fantastiques quand on se fait un pote, c'est rare, et quand on se fait un, ça dure jamais longtemps. Et je comprends, c'est que ça crée de la complexité dans l'aventure, dans les choix multiples. Donc peut-être que c'était un choix de rédaction, hein, bien sûr. Mais Fred, vas-y, raconte-moi. Donc toi, t'as dû le zigouiller, quoi. Oui, à force, oui, j'ai dû le tuer. Mais c'est vrai qu'un peu avant, là, je me souviens maintenant, c'est que on monte une colline, on monte pas mal, on monte pas là, on est en hauteur, donc on commence à percevoir la zone de la forêt qui est ravagée. Et là, en fait, on fait un rêve. On fait un rêve, on est avec les fées qui nous apprennent mille choses, elles nous enseignent. En fait, c'est un peu un havre de paix, parce que la forêt commence vraiment à être déjà un peu chaotique, quoi, le côté obscur. Et en fait, on est presque, faut presque faire un test de volonté pour les quitter. En fait, c'est comme si c'était un peu un piège un peu sympa où
la magie des fées en fait quoi. C'est sympa tout ça, mais en fait tu peux y rester ton éternité et puis être perdu dans ta quête et rester avec elle, faire ce que elles veulent et pas toi. Et ça je vais trouver sympa, et du fait que déjà faut décider de les quitter, et si tu veux les quitter faut encore faire un test, et il te dit que c'est une décision qui te crève le cœur en fait, parce que toi tu serais bien resté avec elle. Et ça c'est des petits détails, des petits pièges, des petits trucs que je trouve sympa. Que je trouve sympa, et c'est un peu une respiration dans le monde où vraiment tout est là, les arbres, tout est noir, tout est foutu, la nature se rebelle, on ne reconnaît plus sa forêt, et effectivement, et quand tu te réveilles, en fait l'espèce de havre que tu avais vu le soir, il a disparu, il demeure qu'un arbre magique, et dessus il y a une feuille en argent que tu peux récupérer. Donc ça m'avait marqué cette scène-là, j'avais trouvé un peu entre guillemets presque poétique, et c'était une vraie respiration dans le domaine de la forêt maléfique, quoi. Et c'est vrai qu'après, et je crois que le combat contre les elfes des ténèbres, c'est juste après, on trouve l'entrée de la boursouflure, du responsable du truc. Voilà, les boyaux qui emmènent surtout aux profondeurs de la terre, là où se cache notre antagoniste. On peut dire que voilà, il y a une première partie, vous êtes dans la forêt à chercher la zone maléfique, et là on est devant, c'est une porte d'ivoire, je me souviens. On se trouve devant la porte d'ivoire et de la bouche d'Istrak, où il y a une espèce déjà de cri respiration qui nous a fait flipper, limite on a voulu prendre nos jambes à nos coups et puis jamais revenir, et avec une espèce de vent qui emporte tout. C'était une scène assez flippante, comme s'il y avait un espèce de cri cyclique qui sortait de cette bouche et qui contamine la forêt et qui lui donne son caractère angoissant, quoi. Et on sait pas trop ce que c'est en fait, si c'est une respiration, un cri, on sait pas si ça vient on sait pas trop de ce que c'est d'ailleurs. Juste avant il y a un petit piège aussi avec un cerf, je sais pas si tu t'es fait avoir là. Une espèce quelque chose. C'est juste avant les elfes ténébreux, t'as une espèce de cerf magnifique justement qui déteint un peu dans cette forêt sombre. Tu dis c'est peut-être t'en approcher. Encore. Ouais, tu peux t'approcher. Tu diras je vais peut-être avoir un allié. En fait, c'est un mutant changeur. En fait, c'est une créature qui a pris l'apparence d'un cerf féerique pour te piéger, pour te bouffer, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un piège. Bon, c'est un piège qui était sympa, quoi. Puis, ouais. Donc, on se fait voir par un doppelganger, quoi, en fait, presque, quoi. Doppelganger du sac. Et après, on se fait attaquer par les elfes qui cherchent à nous encercler, en fait. Et donc, si tu te fais encercler, t'es mort. Mais si tu décides de sortir du cercle, tu vas être obligé de les combattre un par un. Ils sont quand même 6. Et je crois qu'au bout de 4 assauts, il y a un autre qui arrive à chaque fois. Donc ça peut. Moi, j'ai trouvé que dans ce bouquin-là, les ennemis quand même étaient costauds et ils étaient souvent en surnombre. Hein. Donc c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. En plus, parce qu'il faut augmenter son nombre de points de pouvoir aussi, c'est très important pour réussir l'aventure. Donc il y a une difficulté balèze, quoi, je dirais. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était au moment où je vais dans le monde des rêves et en fait, on nous décrit une scène. On voit un massacre d'Indiens. On les décrit comme les Indiens. On décrit que leur peau est très très rouge. Voilà, et on voit des hommes en tunique bleue qui utilisent des bateaux magiques qui tuent à distance, qui est en train de les anéantir. Je suis il est en train de parler du massacre des Indiens américains aux États-Unis, quoi. Donc en gros, au bout d'un moment, le monde des rêves, j'ai l'impression qu'on se transpose au début du 19e siècle aux États-Unis, quoi. Je trouvais ça curieux. Peut-être le coup de gueule géopolitique de l'écrivain. Il y a un autre moment que j'ai trouvé intéressant aussi, on rencontre une déesse, Galana. Tu l'avais rencontrée, toi? C'est la déesse des plantes et de la fertilité. Non, ça me parle pas, non. Et en gros, elle nous révèle une solution, c'est qu'elle nous dit qu'il y a 2 façons de combattre Ishtak, voilà, mais elle ne les révélera pas, voilà, bien sûr, parce qu'elle disparaît, il se passe quelque chose, elle s'en va. Et je dis ok. Et puis au fur et à mesure du livre, j'apprends que Ishtak, il a un second qui s'appelle Morpheus, donc bien sûr comme la légende gréco-romaine, hein. Morpheus, le dieu du sommeil, l'homme des sables, qui justement accroît et qui protège si on veut envahir Ishtak via le monde des rêves. Donc en gros c'est ça mon but, je me dis ok, donc il faut que je trouve ce Morpheus, que je le défonce, et puis voilà, ça me laissera une simplicité pour attaquer Ishtak, pas dans le monde physique mais plutôt dans le monde des rêves. Là où bien sûr en tant que chaman on est beaucoup plus puissant. Et on devient plus puissant si bien sûr on augmente ses points de pouvoir.
Donc au fur et à mesure, à chaque fois qu'on voyage dans le monde des rêves, qu'on a des combats, on perd pas de l'endurance, on perd des points de pouvoir, mais souvent quand on réussit, ça recharge autant qu'on est perdu, mais surtout on peut gagner des points de pouvoir en plus, ce qui nous rend encore plus puissant. C'est vrai que c'est une caractéristique qui peut être supérieure à notre total de départ, parce que c'est assez rare. Et ça, pour moi, c'était clé à gagner, parce que le combat contre Ishtrak, il me fallait un certain nombre de points de pouvoir. Donc en gros, il fallait que je trouve ces moments où il y avait une possibilité de gagner des points de pouvoir pour devenir plus puissant. Sinon, je gagnerais pas. Alors. Oui, donc on arrive dans le fameux labyrinthe et il y a une nouvelle règle dans ce labyrinthe. Il y a 2 règles en fait qui interviennent. Oui, voilà, on peut soit se transposer via le monde des rêves, c'est ça, en retirant 20, ou c'était quoi pour retirer ajouter 50, j'ai oublié. Ouais, pour rejoindre le monde réel, c'est ça. En fait, déjà, première chose, les pouvoirs magiques ne marchent plus. Bon, tu fais on m'a fait toute une liste de pouvoirs magiques, j'en ai plus, très bien. Ouais, tu sais que moi je suis même pas servi de la magie une fois. Hein. Oui, même pas une fois. Ça m'a servi une fois. Je me dis quel est l'intérêt de faire une règle sur la magie avec plein de pouvoirs si en fait tu peux pas les utiliser. Bon, passons. Et en fait, c'est ça dans le labyrinthe. Donc on vous dit qu'en fait on peut le parcourir à la fois dans le monde des rêves et dans le monde réel. Donc quand il y a une astérisque qui est proposée, on peut rejoindre le monde des rêves. Il faut retrancher 20 au paragraphe où on est pour rejoindre le monde des rêves. Et quand on est dans le monde des rêves, on tomber sur un paragraphe qui a avec le symbole, moi j'appelle ça le symbole opposition. Je sais pas comment il s'appelle exactement. Et donc là, on peut rejoindre le monde physique et faut ajouter plus de 50 au paragraphe. Et donc voilà, donc on se dit c'est intéressant, on va pouvoir. Dièse. Oui, dièse, voilà. Ouais. Dièse. Voilà. Donc voilà, sachant que si on meurt dans le monde des rêves, on meurt dans le monde physique, hein, c'est la base. Et donc ça s'annonçait bien tout ça. Et en plus, on tombe sur une énigme avec un sphinx. Il nous dit que le jeu, à gauche, à droite, à gauche ça mène à la mort, à droite ou l'inverse. Ouais, parce qu'elle se trouve en face de 2 chemins. Et le sphinx nous dit voilà, donc oui, c'était quoi, redit l'exactitude? En fait, il y a un chemin qui va à gauche et à droite. Il dit oui, je sais plus comment il dit, à gauche c'est la mort certaine, à droite c'est l'ouverture. Voilà. Mais par contre, on sait qu'il parle toujours par énigme. Donc il y a une petite subtilité. Oui. Oui, mais attention, il y a une arnaque là. C'est que le rébus, la devinette se résout dans l'écriture, parce que le livre ne nous donne même pas le choix d'essayer de résoudre l'énigme en nous disant, notre personnage se dit, ah mais non, mais c'est du point de vue du sphinx, donc bien sûr c'est pas notre vision à nous de droite et à gauche, c'est le sphinx qui est en face de nous. Donc c'est par rapport au point de vue du sphinx, c'est sa droite et sa gauche. Voilà, bien sûr, je veux dire, moi, j'étais un peu déçu, je dis ça, je suis merde, vas-y, donne-moi une chance quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est un peu contre tout le but d'un livre-jeu quoi. Bon, après c'est assez simple quoi. Si tu sais qu'il y a un piège, tu réfléchis 2 secondes. Oui, mais bon, c'est le but du livre-jeu. Je veux dire, c'est nous faire vivre l'aventure du héros, quoi. Enfin bon, bref, j'ai dit vas-y, continuons. Hein. Mais c'est dommage, c'était la seule devinette du livre, quoi. Et là, ce qui est assez marrant, c'est que tout de suite après, donc on a une espèce de carrefour avec 4 tunnels. Et il y a une espèce d'orques, de patrouille d'orques qui passe. Et on peut même avoir, en fait, il y a un petit tas d'os et en fait, on peut même faire, en regardant les os, on se remémore en fait que ce labyrinthe-là, en fait, c'était avant, il y avait des héros qui vivaient dedans, qui avaient des grandes batailles et qu'en fait, on se dit, en fait, il y aura pas que des choses maléfiques dans ce labyrinthe-là. Et ça rebooste un peu notre morale. J'avais trouvé ça sympa. Et c'est à partir de ce paragraphe-là aussi qu'on peut rejoindre le monde des rêves. J'ai cru comprendre. Oui, moi, pour être franc avec vous, les auditeurs, moi, je vais garder ça pour ma critique, mais on va dire que là, en fait, on rentre dans un labyrinthe qui est assez costaud quand même. Voilà. Il est chiant. Ça. Ouais. Il est plutôt chiant, oui. Donc pour faire, moi, je vais plutôt parler de mon expérience alors parce que ce labyrinthe-là, il m'a posé beaucoup de soucis. On voit des patrouilles d'or qui quittent les couloirs, donc on se dit tiens, on va rentrer dans les couloirs qu'ils ont quittés pour rentrer. Et là, c'est le début de la fin. On vous propose d'aller vers le nord, le nord-ouest. Il y a des portes, il y a pas des portes. En fait, vous tournez assez rapidement en rond. Moi, je sais qu'il y a un endroit que j'ai détesté, c'est la cantine avec les gobelins. Je suis arrivé par la cuisine, je suis arrivé par les couloirs. J'ai mangé avec eux. J'ai réussi à les duper. J'ai combattu la cuisinière, mais à la fin, je meurs tout le temps. En fait, c'est un peu la fin du livre et après ça il y a que des impasses. Pourquoi je vous dis ça?
Parce qu'en fait, si vous circulez dans le labyrinthe que sur le monde physique, en fait, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes obligé parce qu'à la fin, je crois que les 2 impasses, on vous dit vous allez à droite. Ah oui, on parle même de Charibansila. Ou bien vous tombez sur un vampire qui vous suce toute votre énergie, ou bien vous tombez sur une porte que vous pouvez pas déplacer, donc vous revenez en arrière et vous êtes obligé de passer par là où il y a le vampire. Donc c'est un peu frustrant. L'auteur se permet même de vous dire, bah dis donc mon grand, tu tournes en rond là, allez hop, tu perds un point de chance. Ils se foutent de notre gueule, quoi. Ouais. Et ouais, bah il y a certaines péripéties. Moi, je m'en souviens de la Banshee. À un moment, il y a un panneau danger qui a été mis récemment, danger pour les gens du labyrinthe. Donc tu dis, bah si c'est danger pour eux, c'est bénéfique pour nous. Mais en fait, tu tombes sur une Banshee que tu dois combattre, qui est assez balèze. Tout ça, ça permet de récupérer des objets. Mais pourquoi je vous dis qu'en fait, moi, j'ai passé mon temps à circuler physiquement dans le labyrinthe et j'ai pas pu résoudre l'aventure. Je vous dis tout simplement parce que dans ma version, les fameux chapitres avec les astériques et les dièses, eh ben ils existaient pas. Donc en fait, je pouvais pas changer de monde parce que tout simplement, je n'avais pas l'information. Et je comprenais pas, parce que pour le voir franc avec vous, j'ai fait toutes les directions, j'ai repris toutes mes notes. À chaque fois, j'ai fait tous les choix possibles et je me retrouvais tout le temps bloqué. Je me dis putain, c'est encore je pensais que j'étais dans la voie du tigre numéro 6, où à partir du moment où t'es obligé de mourir, je sais quoi ce bordel, je comprends pas. C'est avant le labyrinthe qu'il faut faire des choix. Et après, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas rencontré ces dièses et ces astérisques. Donc je m'en souviens, je crois que j'étais au chapitre 240. J'ai remonté tout le bouquin pour dire, tiens, j'ai bien trouvé un chapitre où il y en a un. J'en trouve pas. Je me fais merde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai la réponse. Je vous le cache pas. J'ai joué sur un PDF. Et je pense que le PDF, malheureusement, cette information-là, n'a pas été retranscrite parce qu'en fait, normalement, c'est des numéros de chapitres. Ça apparaît sur les numéros de chapitre, les dièses et les astérisques. Donc moi, en fait, je tournais connement en rond à perte. J'ai vraiment fait tous les choix dans le labyrinthe et je mourais tout le temps. Donc en fait, si je me souviens bien, c'est dès qu'on rencontre le carrefour avec les orques, on peut aller dans le monde des rêves. Donc là, toi, tu vas me dire un peu ce qui s'est passé pour toi, peut-être. Oh, bah écoute, je vais faire plutôt simple, hein, parce que t'es pas loin de la fin du tout, quoi. Il te reste encore quelques cheminements, mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est trouver Morpheus, il faut le combattre, sachant qu'il se cache au bout d'un moment. Faut le défoncer, tu le défonces, ce qui anéantit énormément la protection dans le monde des rêves d'Ishtrak. Après, au bout d'un moment, tu vas être confronté par Ishtrak. Tu sais pas que c'est lui, en fait, et c'est un peu une attaque pas par surprise, mais c'est un ennemi que tu penses qu'il est ordinaire, mais en fait c'est lui. Et là, bien sûr, c'est un combat à la fin qui est assez difficile, mais il faut 22 points de pouvoir, quelque chose, ou 12. Merde, je me souviens plus, mais il fallait une grosse somme que j'avais accomplie. J'ai lu dans la version Folio Junior, donc ça va, je voyais bien les astérix et les dièses. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Oui, après c'est juste la fin, et c'est là où j'étais un peu déçu, parce que la fin, c'est la fin. Ça va plutôt très vite. Et je me suis dit, bon, il y a quand même un petit peu de texte, mais c'est pas aussi fleuri que ça, quoi, comparé à ce qu'on a lu au début du livre. Je trouve que... Je sais que c'est une fin un peu abrupte, ce que je vous explique, mais c'est un peu mon vécu. Et Fred, je te propose que c'est le moment parfait, là, de se réveiller de notre torpeur, et justement de prendre le petit-déj, avec une bière en plus, pour discuter de notre critique, les spectres de l'angoisse. C'est parti. Vas-y mec, passe la pelle forte et le croissant là. Ça te manque le croissant. On fait ce qu'on fait ce qu'on a pris comme nouvelle initiation là pour causer des critiques. J'ai mon petit D20. Est-ce que tu veux haut ou bas? Super. Super. Alors attends, je vais pas me casser les pieds avec ça. Je vais prendre un D4. Hop. Allez, c'est parti. Donc je suis impair. 1. Your turn. Dein Rund. C'est parti. Mein Freund. Ok, allez, c'est parti. Critique. Alors, je vais commencer par le plus évident. On a parlé du texte qui est très riche de Miller, en effet, mais on sent une fatigue au fur et à mesure de sa lecture jusqu'à la fin, où le monde est quand même moins bien construit et disons que tout ce qu'on a installé au début, par exemple le pouvoir magique, le monde des rêves, de s'infiltrer, disons qu'il y a plein de bonnes idées, mais ça
ça n'arrive jamais jusqu'au but, qui est donc cette récompense victorieuse du combat en utilisant tous nos pouvoirs. Même notre épée magique, qui a un nom, Télésar, lui donne une personnalité, mais jamais elle est évoquée un peu plus, tu vois. Je veux dire, oui, c'est sympa de lui donner un nom, hein. Tu penses que Télésar va être importante à nous? Pas vraiment. On retrouve pas trop des gens de notre tribu. Une fois qu'on part du village, c'est fait. On se fait quand même un pote, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Eric la Machette, mais encore une fois, je m'y attendais, et ça a bien été le résultat. Il crève assez vite. Alors peut-être que c'est faute de ma part, qu'on peut le garder plus longtemps, mais j'en doute fortement. Du cas, je serais bien curieux d'entendre les commentaires de ceux qui connaissent ce livre de fond en comble. Ce que je veux dire, c'est que j'ai passé un très bon moment dans l'écriture, et je t'admets que c'est un de ces livres que j'aurais plutôt aimé lire en tant que roman héroïque dark fantasy que justement un livre-jeu. Je trouve que peut-être qu'il fallait un peu plus de temps, je sais pas, mais au fur et à mesure que je me rendais compte, une fois qu'on est dans le donjon à la fin, le donjon, oui, c'est un peu ça, hein, le deuxième acte, le donjon d'Ishtrak, c'est que l'aventure devient un peu plus faible. Elle est pas aussi riche et pas aussi intéressante, parce que ce donjon qui a un sphinx, des gobelins, on nous explique des squelettes, il y a plein de choses intéressantes, mais ça va jamais trop loin. Et l'interprétation du monde des rêves, ça comme on dit, c'est un peu flou-flou. Ça peut être amusant, intéressant, mais au bout d'un moment, quand c'est juste de l'écriture pour être cool, mais qui ne sert pas à l'évolution du scénario ni à l'évolution de l'arc de notre personnage, quoi, de sa croissance, de devenir plus puissant, de maîtriser les rêves, je sens ce creux. Et je sais qu'on peut critiquer cela, mon opinion, en disant ben oui, mais il faut une série dans ce cas-là. Ah, mais je dirais le contraire, que par exemple une série qu'on connaît très bien, on voit l'évolution de notre personnage, La Voix du Tigre. Et ben en un seul livre quand même, on sent cette évolution. On sent à travers chaque roman quand même, surtout parmi les 3 premiers, de A à Z pour chacun, on sent une évolution, même si on ne lit pas ces 3 premiers dans l'ordre. Ce que je veux dire, c'est individuellement, dans chaque roman, on sent une évolution de notre personnage. Et ici, je sentais que c'est très mou. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais de mon point de vue, j'ai l'impression que, peut-être qu'il y avait trop de travail, peut-être qu'il y avait trop de possibilités. On se retrouve un petit peu comme, pour ceux qui connaissent, le souci du jeu vidéo Mass Effect, hein, c'est que, il y a trop de choses, et c'est trop le bazar, il faut conclure simplement. Par ça, je veux dire que c'est quand on crée trop de possibilités, trop d'opportunités, et ben c'est très difficile à conclure un livre-jeu de cette façon-là, parce que, au final, ça veut dire que soit il faut s'appliquer à l'œuvre, il faut donc écrire toutes ces possibilités-là, ce qui est un boulot monstre. Avec Fred, on le sait, on est bientôt à la fin de nos livres-jeux, mais voilà, c'est que c'est du boulot. Ou on peut prendre des raccourcis, surtout quand c'est une commande, ce qui est absolument normal. C'est Eric la Machette, il meurt, l'épée, c'est juste un nom et c'est cool et pas plus. Donc mon expérience de la lecture, en tout cas, c'était ça, et j'étais assez déçu, malgré que j'ai passé quand même un très bon moment. Et c'est peut-être ça le défaut, c'est que c'est tellement bien écrit, j'ai passé tellement un bon moment que mes attentes étaient bien plus élevées que ce que l'œuvre proposait, quoi. C'est pas une mauvaise chose, parce que j'ai quand même passé un moment, il y a des choses qui restent, surtout que ces temps-ci, je suis en train de... Les aficionados de Donjons et Dragons, je me retourne encore un petit peu loin du micro, je sais que ça se fait pas en production, mais on est entre amis ici avec vous. Je collectionne ces temps-ci, j'en parlais la dernière fois, les Donjons et Dragons, les scénarios, les campagnes, les modules. J'ai le module O2, c'est les modules du Royaume-Uni. Blade of Vengeance, la lame de la vengeance, où justement on joue un elfe avec une épée magique qui doit protéger son bois d'une maladie qui est en train de la détruire. Je dis merde, mais est-ce que je suis en train... C'est lui Miller? Et non, ce module de Donjons et Dragons est écrit par Jim Bambra. Donc c'est pas la même personne, mais je trouvais des... Bambra, non, on parle de Jim Bambra. Jim Bambra, ouais. C'est quand même quelqu'un de très connu dans le monde des modules d'Heroic Fantasy, quoi, de jeux de rôle. Mais j'avais trouvé cette similarité, et c'est cool, quoi. Surtout que ce module, il est assez intéressant de Donjons et Dragons. Je fais juste l'encart vite fait, c'est que les illustrations font très Games Workshop, font très White Dwarf. À l'intérieur, il y a quelque chose de assez unique, je suis en train de le feuilleter là en même temps, qui le fait sortir et qui donne ce côté Dark Fantasy vraiment intéressant, intriguant, riche en fait. Riche dans son monde, et qui nous donne beaucoup de choses. Alors, la différence d'un module et d'un livre-jeu, bien sûr, hein, ça sert à rien même pas d'expliquer, c'est très simple, hein. Mais l'avantage quand même c'est du livre-jeu, c'est qu'on a le MJ qui nous parle directement. Et voilà, ça crée quand même une belle installation, mais le final, le résultat, la fin, la conclusion était décevante. Malgré que cela me va dire que j'ai passé un très mauvais... pas passé un bon moment, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'utilisation de tous ces attributs qui nous ont été donnés au début, quoi. C'est dommage. Je te laisse la parole, Fred.
Oui, alors moi vous avez compris, de toute façon j'ai pas eu une expérience totale du livre pour cette histoire où en fait j'ai pas pu faire la fin, j'ai juste eu la frustration du labyrinthe. Moi ce que je retiens c'est qu'effectivement on nous appâte un peu au début, c'est intéressant d'avoir un personnage, un elfe qui sort de l'ordinaire, reconnu dans sa communauté, un chaman, des pouvoirs, une épée qui nous accompagne depuis longtemps, une épée magique. On est un elfe, on est vieux, hein, donc on a toutes normalement voilà, on a nos habitudes, tout ça. J'ai trouvé qu'effectivement c'était plutôt bien écrit, que les situations dans la forêt, il y avait une vraie progression, une vraie tension, on était bien dedans tout simplement, hein, avec un bestiaire fourni, une logique d'univers, des petits pièges, des rencontres plutôt exotiques, hein. Moi j'aime bien quand les bestiaires ils sortent un peu de l'ordinaire, quand c'est pas que du copier-coller de tout ce qu'on connaît. Donc là il y avait l'homme cloporte, les faux spéciaux, les fées, c'est pas si souvent, voilà, donc je m'y retrouvais bien. J'espérais ne pas trop galérer pour trouver le gouffre de la malédiction, là, les portes d'Ishtrak. Et après une certaine frustration dans le labyrinthe. Parce qu'effectivement, dans le labyrinthe, il se passe des choses. Moi, je retiens des scènes comme à moi une espèce d'armurerie qui est protégée par une porte en quartz. En fait, le quartz, c'est un golem. On nous propose assez rapidement de fuir, mais en fait, même sur le combat, lui, il se résigne et puis il se retransforme en porte, donc on est bloqué. Mais en fait, on n'a rien gagné, sauf qu'on a perdu des points de vie, qu'on a même ébréché notre épée. Il y a même, on rencontre des créatures un peu rares qui sont des Nirtak, je crois, qui disparaissent. Il y a des espèces de croisements entre loups, guêpes, tout ça. Donc tout ça, c'est, l'auteur, il a de l'imagination. Il y a un bestiaire, il y a des situations. Maintenant, moi, j'ai vraiment, son labyrinthe était vraiment horrible, parce que dire que ça, moi, quand je lis un livre-jeu, souvent, je fais ça le soir, j'y consacre à 1 à 2 heures. Il y a un soir, là, le labyrinthe, mais au bout d'1 heure, j'ai arrêté, parce que j'en avais marre d'entendre de voir nord-ouest, est-ouest, nord-nord. Ah, mais vous êtes revenu sur vos pas. Vous perdez 2 points de chance, c'était vraiment trop nul. Ça m'a gonflé, quoi. Ça m'a gonflé. Et à un moment, quand je tombe sur le réfectoire avec les gobelins, là, ce qui est marrant, parce que bon, se faire trucider par 10 gobelins, dans le fond, moi j'aime bien les gobelins, c'est marrant, mais quand ça vous arrive tout le temps, qu'en fait, que ce réfectoire, vous y arrivez, en fait, il arrive assez souvent, hein. Vous pouvez y arriver par la cuisine, en arrivant par les couloirs, vous pouvez passer par la cuisine, vous faire, en fait, c'est un endroit où vous avez beaucoup de chances de mourir, pour différentes façons, et quand vous passez par ce réfectoire, après, vous arrivez à la fin du labyrinthe, mais qui mène sur une impasse. Donc en fait, moi je faisais tout pour l'éviter, ce réfectoire, et j'arrêtais pas de tomber dessus. J'avais beau reprendre mes notes, faire tous les choix possibles, au bout d'un moment, je me retrouvais tout le temps à ce truc-là, je faisais c'est pas possible, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et donc effectivement, c'est ce petit bug là sur le monde du rêve et le monde du... Après, j'ai regardé vite fait une solus et j'ai vu qu'effectivement ça commençait à la ronde des orques. Bon, par manque de temps, j'ai pas tout regardé, je savais que toi t'avais fini l'aventure. Et en fait, je peux pas totalement me prononcer sur ce livre-là. Il faudrait que je le fasse entièrement, mais voilà, c'est un peu compliqué par manque de temps. Mais moi, je reconnais un certain talent à l'auteur. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des situations qui changent. Et même si c'était un labyrinthe, il était quand même plutôt bien fait, on va dire. Il était un peu chiant parce que pour moi c'était une impasse, mais il était assez varié, je vais dire, et puis il était assez logique. Moi, il y a une scène par exemple où on voit un troll et un orc qui se chamaillent parce qu'ils se sont télescopés dans un couloir. On essaie de profiter de leur altercation pour se faufiler. En fait, non, ils nous gaulent. Là, tout d'un coup, bah, en fait, ils se querellent plus. Ils nous en veulent à nous parce qu'on a un elfe. En fait, on est tous ce qu'ils détestent, quoi. Donc, ils veulent... Et pareil, en fait, on se rend pas compte qu'il y a... L'auteur ranime cette animosité entre les elfes et les orques. Je trouve ça marrant. En fait, dès qu'ils nous voient, bah, en fait, on est leur antithèse. Donc, ils nous supportent pas, quoi. Comme nous, on les supporte pas. Et en fait, je suis tombé sur plein de scènes marrantes comme ça, mais je retiens la frustration de l'impasse, quoi, du tourner en rond. Et en fait, j'ai lu rapidement dans la solus qu'en fait on pouvait tuer Ishtrak sur le monde des rêves ou dans le monde physique. Et ça me rappelle que je suis tombé sur un paragraphe et t'en as pas parlé, donc ça m'intrigue. C'est qu'à moi il y a on appelle ça le verdict des spectres. On dit qu'a un peu donné le nom à l'œuvre. Et en fait après t'as une page où t'as une espèce de grille numérotée
avec des trous et avec un chiffre. Oui. Pardon, oui, j'ai trouvé ça top. Il y a tout un système de règles, il semblerait là-dessus. Bon, moi que j'ai rien pipé parce que j'avais pas les clés. Et en fait, on ramasse pas mal d'objets avec des numéros aussi. Un globe avec le numéro 20, un cube de glace avec le numéro 22. J'ai rien ramassé de ça, moi. J'en ai ramassé plein des objets comme ça, mais qui m'ont servi à rien. Et quand j'ai vu cette espèce de grille là, en plus qui arrive, à un moment, je sais pas si tu l'as fait, à un moment, t'as des portes numérotées, mais tu peux les ouvrir que si tu fais des doubles scores. Si tu fais un double 1, un double 2, un double 3, un double 5 ou un double 6, ça te parle pas, ça? T'as une série de portes comme ça que tu peux ouvrir seulement en faisant des doubles. Ça, je me souviens. Il y a une illustration vraiment intéressante, ouais. Et en fait, l'illustration de l'espèce de grille est dans ce paragraphe-là. Ça n'a rien à voir avec ce paragraphe-là, mais elle est mise dans ce paragraphe-là. Donc je l'avais vu. En fait, c'est le paragraphe d'avant que, en remontant les trucs, j'ai vu. Et je me suis dit, tiens, là, il y a tout un système de règles, un peu comme un échiquier, en fait, qui avait l'air sympa. Mais comme t'en as pas parlé, je sais pas si t'es passé par là ou pas. Ça a l'air d'être un peu une énigme aussi. Je suis passé par là, ouais. Ouais, je suis absolument passé par là. Par contre, tu vas m'en vouloir, mais oui, t'as pas noté, j'ai passé ça, quoi. Ouais. Il y a rien qui m'a marqué à part l'illustration et le style où voilà, tu roules 2 dés et puis tu combines les dés justement pour ouvrir une porte spécifique. Mais en gros, ouais, il y a rien qui sortait du lot pour moi, quoi. Oui, en mais fait, l'idée est excellente. Oui, là tu parles des portes numérotées, mais il y avait cette histoire de grille qui en fait était le chapitre d'avant qui est nommé le verdict des spectres. Et en fait, ça a l'air d'être un peu une stratégie. J'ai pas tout compris dans le paragraphe, mais je me dis ça avait l'air intéressant, peut-être un peu qui changeait de l'ordinaire. Mais bon, on n'a pas l'air d'être tombé dessus tous les deux. Donc moi en fait voilà, je peux pas vraiment me prononcer sur cette aventure totalement, parce que d'un côté j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses, vraiment bon, des beaux dessins déjà, ça c'est assez important, c'est quelque chose qui me tient à cœur, une écriture agréable avec des bonnes descriptions, un monde intéressant, mais par contre ma dernière impression c'est ce labyrinthe frustrant. Donc, je suis un peu emmerdé en fait avec cette œuvre là, parce que je sais pas trop sur quel pied danser. Et je peux pas dire que je suis allé au bout de l'aventure, donc c'est un peu voilà une frustration en fin de compte pour moi. Voilà, je suis un peu emmerdé pour donner un avis sur ce livre-là, mais je vais de l'un dans l'autre. J'ai passé des bons moments, sauf que je suis tombé. T'es pas loin de la fin. Sur l'impasse. Ouais, je pense que. Mais moi, en fait, je dirais qu'il est pas du tout affecté, quoi. Ouais. Bah, je suis quand même affecté parce que je suis vraiment dans une impasse. Moi, à la fin, j'étais vraiment dans une impasse. C'est-à-dire que j'ai fait tous les. T'es un pouce de la fin, quoi. J'ai fait tous les carrefours. Autant que tu lises le 400e, tu vois ce que je veux dire. T'y es, quoi. C'est pas comme. Je veux dire, le seul bon, peut-être j'exagère parce qu'il y a la stratégie de le bas de soi dans le monde réel ou dans le monde des rêves, ce qui est quand même intéressant. Donc c'est un peu difficile pour moi de noter cette œuvre parce que je suis pas allé au bout tout simplement, mais bah ouais, mais c'est difficile le monde des rêves, quoi. Bah écoute, tu me donnes 2 notes dans ce cas-là. Donne-moi une note réelle et donne-moi la note de ton rêve. Bah ma note réelle ça serait à 3 et je serais prêt à lui mettre à 4. Monde parfait. Ouais, pas mal. J'ai oublié de le noter, moi. J'écoute dans le monde réel, je lui donne un 4 sur 5. Je trouve que c'est une très bonne lecture. Je sais pas pour les débutants ou pas, là, c'est très spécifique. Mais en tout cas, pour ceux qui se lancent, qui en ont lu pas mal, qui veulent justement commencer à lire ceux qui sont pas peut-être les meilleurs du must, bah, il fait absolument partie. Moi, je lui donne un 4 sur 5. Après, dans le monde des rêves, je lui donne un 300 sur 300 pygmées sur 5000 gobelins. C'est un peu compliqué là comme note. Ouais. Tu sais quoi, dans le monde des rêves, je lui note ça. Je lui note une armée de 300 gobelins contre une armée de 300 hobbits. Voilà. À voir ce qui va se passer. Ça sera très intéressant, à mon avis. Surtout une armée de hobbits, ça serait pas mal, ça. Une armée de hobbits, c'est antinomique, hein, déjà. Ouais, mais là, ils ont pas le choix, mec. Ouais, ils n'ont pas le choix. Mais ils prennent leur jambe à leur cou, ils s'enfuient. Voilà, ils vont fumer, je suis d'accord avec eux. Peut-être qu'ils vont se faire des amis en leur donnant à bouffer, quoi. Bref, voilà. Bah écoute, mec, c'était chouette, quoi. Et comme d'habitude, voilà, on a fini notre petit déj. On va justement, comme les hobbits, on va aller faire du jardinage. Je vous propose d'aller dehors et de passer un bon moment en parlant de nos Patreons, en les remerciant. Et donc, nous allons remercier nos Patreons, les conquérants.
du monde des rêves, en commençant bien sûr avec Simon, l'assaut Space Marine. Oh non, mais carrément quoi, le Terminator avec les, comment ça s'appelle, les griffes électriques? Les griffes énergétiques, là. Voilà, le Terminator aux griffes énergétiques et à la batterie tournée. Comment ça s'appelle, leur batterie sur le dos là qui lance des missiles partout? Les missiles cyclones. Ces missiles cyclones, voilà Simon, t'as vu, on t'a encore upgrade. Bientôt il va devenir chevalier gris, hein, c'est pas possible. Bah, au 150e, il passe chevalier gris. Et oui, donc après Simon, un de nos héros, un historique, Ems le fou, Ems le joukineur, qu'on aime beaucoup. Après le Seigneur Sith, celui qui les a tous combattus, qui est encore plus puissant que Palpatine lui-même, Darth Nihilus aka Jean-Christophe. On ne le présente plus, notre master, notre grand maître parano global, Lorcan. Celui qui non seulement est un bon ami dans un pépin qu'on se retrouve à combattre une armée d'orques, mais qui est aussi celui qui détient l'épée du pouvoir tout sacré, Ntezaz. Et ici, au podcast, on aime la castagne, on aime les musclés, donc on aime Renaud Castagne. Celui qui connaît le labyrinthe de la mort comme le dos de sa main, qui justement est tellement un fan qu'il est abonné, que ça rend le baron Succumvite furax, c'est Gunbar, le conquérant. Et dans les loisirs, il y a les jeux de société, donc on remercie Hemby. Attention, parce que parmi les joueurs de jeux de rôle, il y en a qu'un seul qui défonce tout devant lui, qui roule constamment des critiques sur ses jets de dés, c'est la muraille. Et on a aussi Microphone, what is in my stone, Mikey. Et après, c'est le cartographe, le grand collectionneur de jeux de plateau, d'heroic fantasy, de fantastique, quelqu'un qui connaît la pop culture comme un Space Marine librérien. Ça ne rigole pas, mais c'est Metal Slugger dans son tank Neo Geo. Plus récemment, on a fait sa connaissance Lupus D'Artagnan, qu'on a hâte de revoir et voir ce que son perso a dans le ventre. Attention, il faut du combattant. Lointain dans le monde de la voix du tigre, les ninjas se sont retrouvés pour fonder une nouvelle école qui est dirigée par le grand maître Edgial the Rogue. Un héros récent qui nous envoie beaucoup de messages, on le salue bien haut et bien bas, c'est Albert Lucas. Vous ne le savez pas, mais au final, il y avait 4 mages, Zaradan Mar, Balthus Daer et Zagor et Nicolas Daller. Et on passe maintenant à nos aventuriers, et on ne peut pas ne pas citer celui qui est là depuis le début pratiquement, Sébastien Bellesi. Bien sûr, à travers les routes de Las Vegas, si vous cherchez et vous faites constamment des jets de perception critiques, vous rencontrerez l'ermite sacré qui connaît tous les bons plans, le docteur Io. Et on va pas faire preuve de marasme, surtout pas en Bretagne, et donc on salue Guilhem Maran. Mais tous les dragons qui vivent dans les cavernes, dans les profondeurs, il y en a qu'un seul, qui est roi de tous, c'est Dragon Moustache. Et grâce à nos Patreons, on a des bonnes ondes, c'est grâce à eux qu'on continue. On a ce dernier Atlas but not least, Cold Wave. Et puis bien sûr, on voudrait remercier tous ceux qui sont inscrits au Patreon, qui nous écoutent via toutes les plateformes de podcast. Merci encore à vous, nos chers auditeurs. C'est grâce à vous qu'on adore faire ce podcast et partager avec vous nos aventures. Ce fut un épisode assez spécial parce que voilà, c'était le vote des Patreons. Encore merci à ceux qui ont voté. On a passé vraiment un bon moment. C'était un vrai plaisir de couvrir ce livre qui est un peu différent du reste des défis fantastiques, qui est une routine très difficile à accomplir. Et tu sais quoi, c'est un peu le cas des spectres de l'angoisse. Un peu comme si je me souviens la tour, comment ça s'appelle, la tour de la destruction. Voilà, qui innove un petit peu sur ces règles qui sont très difficiles justement à innover. Fred, comme d'habitude, je te propose de se quitter sur du prog psychédélique italien. Je te propose les Olme avec l'Equilibrio. Ah bah tiens, oui, un défi fantastique un peu hors piste, hors cadre, un petit peu de musique exotique, c'est bien, c'est chouette. Absolument. Allez mec, ce fut un plaisir, on fait une grosse bise bien sûr à Fabien,
Et puis voilà, on est là, Fabien, avec toi. Salut, tu nous manques. Et puis on te souhaite the best of the best. Et donc, navré encore pour le retard, mais vous avez compris, 3 podcasts en décembre, donc restez stay tuned, comme on dit. Restez à l'écoute. Encore une fois, tu me stresses là. mais non, tout va bien. Voilà, 3 podcasts en décembre. On est que le 15 décembre, tout va bien. Un défi fantastique là qui vient de sortir, bam, on vous enchaîne avec une quête du Graal et puis bam, on vous enchaîne avec une compilation de musique avec Stereo Fred et DJ Xav quoi. Stereo Fred, Stereo Xav. Allez. Blackness, blinded by the light. Allez, on vous dit à très bientôt. Que votre prochaines aventures ludiques soient des meilleures. Si vous êtes rôliste, passez de très bonnes aventures. Et si vous êtes MJ, trouvez le temps parfait pour tuer vos joueurs. C'est parce que j'adore jouer à l'appel de Toulouse. Bref, voilà. Allez, salut tout le monde, ciao. Et merci de votre écoute.